ferai pas l'inventaire de mes lieux d'écriture depuis que j'ai gagné, au prix des larmes et de la solitude, ma liberté. Je ne parlerai que d'aujourd'hui. Je vis dans une grande maison à la campagne dont j'ai fait une résidence d'artiste. Des amis y vont et viennent. Nous racontons, nous jouons, nous écrivons. Il y a de petits bureaux dans chaque chambre. Il y a la terrasse et même le jardin. Je suis un oiseau de nuit. J'écris rarement avant 4 heures de l'après-midi. Je choisis la bibliothèque en hiver, la terrasse en été, la table de la cuisine à l'occasion ou encore le canapé. Je me sers principalement de mon cher MacBook Air, compagnon docile et léger qui s'accorde à tous les repentirs. Mais j'ai des cahiers, des carnets, des blocs-notes, un cahier de rêve, un journal tenu irrégulièrement, un petit carnet de citations. Dans le grand bloc journalier fourre-tout, les idées éparses se mêlent aux rendez-vous, aux horaires de train, aux gribouillis dessinés pendant les coups de téléphone un peu rasoirs. J'aime acheter de beaux cahiers dont je n'ai pas un besoin immédiat et je les range dans un placard. J'utilise de préférence des stylos à dessin à pointe fine et si je n'en ai pas ou plus ou qu'on me les a piqués, j'écris avec ce qui me tombe sous la main à condition que l'encre soit fluide et la bille douce sur le papier. Autrefois, je n'écrivais qu'au stylo à plume d'or et j'étais persuadée que jamais je ne pourrais m'en passer. Comme tout cela a peu d'importance finalement. Toutes ces petites manies s'évanouissent et disparaissent lorsqu'un vrai sujet me taraude, qu'écrire devient une nécessité. Martine Tollet était conteuse et romancière, éveilleuse de talent, metteur en scène. Doucement, fermement et plus que jamais, faire entendre le murmure de ce lieu des profondeurs où vibrent les vieilles mémoires du monde, où résonne encore l'écho du chant des anciens. Et cela sans passéisme, mais bien pour les gens d'aujourd'hui. Car dans le processus de construction des êtres humains, développer des outils symboliques est d'une importance fondamentale. Conter, raconter, dire, inlassablement. Faire humblement son travail de passeur. En ces temps agités que nous traversons, il est urgent d'employer notre énergie à réenchanter le monde. La crise de civilisation que nous traversons provient selon moi d'une erreur initiale, s'être coupé du vivant. Il ne nous est rien demandé de moins que de redevenir authentiquement humains. Et pour cela, pacifier nos émotions, reconnaître nos sentiments, recontacter notre intuition. Bref, laisser renaître le pouvoir et le savoir du cœur. Cette façon de cheminer vers notre être véritable se nomme aujourd'hui écologie intérieure. À l'harmonie intérieure viendra répondre un jour l'harmonie extérieure. Le conte a sa place dans cette recherche. Ancré dans les profondeurs de l'inconscient collectif, il nous invite à prendre des chemins de traverse pour élargir notre perception et découvrir ce que nous sommes vraiment, les co-créateurs du monde que nous vivons. 1999. Atelier 20. Improvisation sur la maison de vos rêves. Ne parle que de ce que tu sais de source sûre, de ce qui fait partie de ta vie. La parole de conteuse doit être incarnée au maximum. Si tu veux faire ce travail de conteuse, tu ne peux pas te contenter de faire entendre que tu es mal dans ce monde. Nous aussi nous sommes mal. Et ça nous aide en quoi? Tu dois nourrir, explorer, exalter la vie. Et je le répète, les mémoires des sens font partie de la vie. Tu es une conteuse. Les conteurs ne sont pas là pour se plaindre. Ils sont, fondamentalement, dans la position du père ou de la mère. Et quand ils racontent, ils sont au centre du monde. En tant qu'individu, tu es comme tu es, mais en tant que conteuse, tu as la responsabilité d'être grande, adulte. Tu es celle qui sait. Tu connais la différence entre l'enfant et l'adulte? L'enfant a besoin de se nourrir pour grandir. Il est donc dans la demande. Aime-moi. Donne-moi. L'adulte, lui, n'a plus besoin de grandir. Il peut être dans le don. Prends, je te donne, je t'aime.
L'enfant peut se plaindre, j'ai froid, fais-moi un câlin. L'adulte, s'il a froid, ce n'est pas l'enfant qui va le réchauffer, donc il ferme sa gueule. Se mettre dans la peau d'une conteuse, c'est se mettre en situation de don, d'adulte, de mère. Si tu nous dis à nous, enfants, qui t'écoutons, que tu es mal dans ce monde, même si ta parole est émouvante, ça ne nous fait aucun bien. Tu ne dois penser qu'à nous nourrir, qu'à nous réchauffer, qu'à nous réjouir. Ce que tu as fait nous a permis de préciser des choses que je crois importantes. Donc ta contribution a été parfaitement positive. De toute façon, sur ce chemin, comme sur tout chemin, on n'avance que par erreur et corrections successives. Tu nous as permis de situer, sur la carte géographique intérieure, le lieu des mémoires qui n'est pas celui des bouillonnements émotifs. Ce conte, traditionnel, présente bien des variantes. Selon la première, c'est l'histoire d'un loup qui a dévoré coup sur coup une grand-mère et une fillette, mais qui a dédaigné une galette et un petit pot de beurre. Selon la deuxième, c'est l'histoire d'une fillette qui a dévoré une grand-mère et couché ensuite avec un loup, mais qui a dédaigné une galette et un petit pot de beurre. Selon la troisième, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a couché avec un loup avant de dévorer une fillette, mais qui a dédaigné une galette et un petit pot de beurre. Selon la quatrième, c'est l'histoire d'une galette et d'un petit pot de beurre qui, échappant à la convoitise d'une fillette, d'un loup et d'une grand-mère, les ont regardés passivement se dévorer entre eux. Le papier crépon est un peu rêche sous les doigts, mais quand on le désire, il s'étire, prend des formes arrondies et devient doux et lisse. Les 3 fleurs enfoncées dans le muret de sable au bord du trou sont donc en papier crépon. Elles n'ont plus de couleur définie, car la photo a viré à l'ombre. C'est une vieille dame de photo. Plantées à côté des fleurs, bien droites au bout de leur bâtonnet, il y a aussi un petit drapeau de papier, de ceux que l'on place au sommet d'un de ces châteaux de sable que l'on construit à grands coups de pelle face à la marée montante. Les fleurs sont à vendre contre des coquillages que l'on appelle ici, sur cette plage, des couteaux. Entre 15 et 30 couteaux pour une fleur. Les couteaux se ramassent sur le sable humide à marée basse. Certains enfants en possèdent un sac rempli, genre sac à billes. C'est le cas de cette fillette aux 2 courtes tresses. Elle vend de très belles fleurs. Des roses roses, rouges ou encore jaunes. Ce sont les couleurs de papier crépon en vente dans la librairie sur la digue à côté du Grand Hôtel où viennent en vacances les familles juives. Avec le vert, bien entendu. Avec le vert pour enrober le bâton de la tige. Avoir à vendre de très belles fleurs ne s'improvise pas. Il faut avoir le tour de main pour les fabriquer. La maman de la fillette est experte en confection de fleurs en papier crépon. Au début, elle ne savait pas du tout comment s'y prendre. Alors elle a démonté une fleur magnifique achetée à un autre enfant et elle a copié, ou plutôt interprété à sa manière. Les fleurs, on les confectionne quand le temps est maussade, l'après-midi, ou que la mer à marée haute vient frapper la digue et qu'il n'y a plus de sable sec pour y jouer. La deuxième photo, également format paysage, est un portrait plan-poitrine de la jeune mariée. Elle est assise à une table de restaurant et porte à sa bouche, de la main droite, une coquille d'huître.
Une grosse bague garnit son annulaire. Je reconnais cette lourde bague au doigt de ma mère. Un bijou de facture moderne, typique des années 40. Un mélange d'or jaune et d'or blanc. La pierre est bleue, une aigue marine. Elle m'en a fait cadeau pour mes 20 ans. Je l'ai toujours. Elle est rangée. À dire vrai, je ne sais où. Les mains de ma mère étaient fines et élégantes. Elles le sont restées au fil des années, malgré le ménage, les lessives, les enfants, les logements privés de confort. Seul le froid un hiver les a saccagés. Probablement ce terrible hiver 1956 où il gelait si fort qu'on traversait la Loire à gué. Elle avait des engelures. C'était si pénible de la voir souffrir. Elle enduisait ses doigts de crème et les bandait. Mon père, exceptionnellement, faisait alors la vaisselle. Sinon, la vaisselle, elle l'a toujours faite, sans que cela abîme ses beaux ongles taillés en amande et vernis de rose. Elle aimait le contact de l'eau tiède. Quand j'ai été assez grande pour ne pas casser, je me suis mise à l'aider en essuyant. C'étaient des moments de partage, de confidence, loin des oreilles masculines, car mon père se plongeait dans son journal au salon et mon frère s'enfermait dans sa chambre. Être côte à côte sans se regarder, cela aidait. Quelques jours avant de mourir, elle s'est fait faire encore une fois la manucure et un shampoing colorant pour cacher ses repousses. Je ne lui ai jamais vu les cheveux blancs. Ils lui ont croisé les doigts. J'ai posé la main sur ses mains inertes et glacées. Ces mains à qui je devais d'être vivante. Ces mains qui m'avaient bercée, nourrie, lavée, caressée, consolée. Entre ses doigts joints, j'ai glissé, elle me l'avait demandé, une poignée de terre qu'elle avait rapportée de Jérusalem. Par les yeux de Wilhelmine. Son petit jabot bien rempli par le bout de croissant abandonné au chat Zoskales par la femme au turban. La pigeonne Wilhelmine bat rapidement des ailes et s'élève à la verticale du carrefour Charonne-Feder. Comme elle appartient à la race des culbutants du Caucase, elle ne manque pas de saluer d'un splendide salto arrière celle qui lui a fourni son petit déjeuner. Puis, elle se pose au sommet du pignon du palais de la femme. Petit A, elle aperçoit le petit dos noir et poilu de Zoskales se faufiler entre les jambes des piétons au feu de signalisation et s'élancer vers elle par l'escalier de secours à l'arrière du bâtiment. Petit B, sans même devoir tourner la tête puisqu'elle a le privilège de voir à 340 degrés. Wilhelmine contemple cet homme ailé en équilibre sur un pied posé là-bas au sommet d'une colonne. Les premiers rayons du soleil lui font un corps tout brillant dans les dernières brumes de l'aube. Petit C. La pigeonne abaisse un peu le regard vers une plaque au bas de cette colonne. Les hommes ont tracé là des signes qu'elle ne comprend pas. Des véhicules verts au toit blanc tournent autour de la colonne. Petit D. Dans le platane planté devant le restaurant, une guirlande est enroulée et à cette guirlande est suspendue une grosse boule brillante. Petit E, un véhicule vert à toit blanc, bien plus gros que ceux là-bas,
descend la rue Faidherbe et s'arrête à l'aplomb du palais de la femme. Une porte s'ouvre. Des humains surgissent d'une guérite dans laquelle ils se tenaient cachés et s'engouffrent dans ce véhicule. Ils sont bientôt tout serrés, tout compressés dedans. La porte se referme et le véhicule traverse la rue pour continuer son chemin en passant devant l'immeuble. De ce jeune type en chapeau qui se promène toujours avec un chien jaune qui n'est pas tenu en laisse et qui pour l'heure enfonce une clé dans la serrure. À y mieux regarder, le type en question a les doigts très rouges et des traces brunes autour des ongles. Petit F. Bien sûr, elle sait que ce sont des humains, mais d'ici, on dirait des fourmis. Ils se précipitent sous le béton par un escalier, tandis que d'autres sortent de ce trou. Une fille maigre et fluette est assise par terre dans la ruelle. Elle fume. Petit H. Deux types en vêtements jaunes et verts courent derrière un gros camion qui roule lentement. Le camion s'arrête. Au volant, le conducteur semble lui aussi habillé d'une veste jaune. Les deux types, chacun de son côté de la rue, attrapent les bacs à ordures et les hissent sur le marchepied du camion. Fracas. La femme au turban regarde ces deux types, l'un en particulier. Elle a décollé son dos de sa chaise, les types jettent les poubelles vides sur le trottoir et sautent sur le marchepied. Petit I. La fille qui fumait court maintenant très vite dans la ruelle avec le sac de la femme au turban. Wilhelmine bat des ailes et prend son élan après un petit signe de tête de sœur Calès. Elle survole la fille qui court très vite. La fille entre dans l'église Sainte-Marguerite et les cloches sonnent. La pigeonne s'envole rapidement comme le font aussi tous les autres pigeons qui nichent sur l'église et va rejoindre le chat sur le toit du palais de la femme. Codicille. Tentative de regarder la scène germe du récit qui a émergé de l'atelier outils du roman. Par les yeux d'un pigeon. Le pigeon voit effectivement à 340 degrés et j'ai supposé, sans preuve, qu'il est capable d'ajuster la focale sur ce qui l'intéresse. Une autre caractéristique de la vue des pigeons, c'est qu'ils voient au ralenti, genre 60 images par seconde, ce qui leur permet d'éviter les obstacles ou de se faire attraper. Je n'ai pas exploité ce fait. Je ne veux pas que mon roman soit une comédie sentimentale genre Harlequin. D'ailleurs, je n'en connais pas les codes, car si je les connaissais, j'aurais, j'avoue, déjà tenté l'expérience. Sous pseudo, ça va sans dire. Je ne veux pas que mon roman soit une romance érotique. Je laisse cela à Marie Menelli, alias Marlène Schiappa. Je n'aspire pas à gérer un ministère. Je ne veux pas que mon roman soit un récit de science-fiction. Les mondes parallèles me fascinent, mais ce sera pour une autre fois. Je ne veux pas que mon roman soit un conte merveilleux. Je crois que j'ai déjà donné suffisamment dans le genre. Je ne veux pas que mon roman soit une histoire édifiante. Sainte Rita, protège-moi de la tentation. Je ne veux pas que mon roman soit un catalogue touristique, quoiqu'il semblerait que je sois doué pour la chose. Mon père me le disait en lisant ma rédaction écrite à 8 ans sur le thème des vacances. Tu écris comme un catalogue touristique. Je ne veux pas que mon roman soit une méthode de guitare pour gaucher. Raté. Je ne sais pas jouer de la guitare de la main gauche, ni d'ailleurs de la droite. Je ne veux pas que mon roman soit un récit initiatique, où tu fais très bien et personne ne s'en aperçoit, où ton livre fait bâiller à la 30e page. Je ne veux pas que mon roman soit un rapport de police. Ceci dit, il en sera un peu question du rapport de police.
Je ne veux pas que mon roman soit un polar. Ah là, ce sera à vérifier à l'arrivée. Je ne veux pas que mon roman soit un récit d'expédition dans les contrées lointaines. Si c'était mon ambition, force me faudrait d'y renoncer. La faute à la pandémie. Nous nous contenterons d'un périmètre exigu. Je ne veux pas que mon roman soit un manuel de jardinage. Bien que je sois doué pour la culture des adventistes, je garderai pour moi mes précieuses observations. Je ne veux pas que mon roman soit un livre de cuisine. Je ne veux pas être la cause de disputes dans les ménages. Les petits relents de cramés ne sont pas du goût de tout le monde. En particulier, de ceux qui ont toujours mangé plus savoureux à la table de leur maman. Je ne veux pas que mon roman soit un manuel de savoir-vivre. J'ai jamais réussi à avaler ma soupe en tenant la cuillère de la main droite sans inonder ma serviette. Phil Valin habite au 3e étage sur cour, dans le même immeuble que Chirine Rose. Il est président du conseil syndical. C'est un employé de banque à la retraite, chauve, minutieux, célibataire, arthritique et hypocondriaque. Le lundi 8 juin, il a lu sur son fil Facebook une publicité disant ceci. Derrière notre nombril se trouve le Pécotti, qui est un cadeau incroyable que le Créateur nous a fait. Toutes nos 72 000 veines y sont connectées, ce qui en fait le point focal de notre corps. Selon l'Ayurveda, quand il y a maladie, c'est qu'une de nos veines est asséchée. Il faut alors la nourrir en versant régulièrement quelques gouttes d'huile dans notre bouton de ventre. Pour les yeux secs et la mauvaise vue, 3 gouttes d'huile de coco émassée. Pour les douleurs aux genoux, 3 gouttes d'huile de ricin émassée. Pour les tremblements, les idées noires et les douleurs articulaires, 3 gouttes d'huile de CBD émassée. Répétez l'opération chaque matin après la douche pendant 3 semaines. Observez une fenêtre thérapeutique d'1 semaine et recommencez un cycle. Poursuivre le processus jusqu'à guérison complète. Votre e-boutique W s'engage à vous fournir une huile de CBD de qualité, livraison partout en France sous emballage discret. Phil Valin a passé commande immédiatement et il a payé avec PayPal. Le paquet a été livré par UPS le lundi 15 juin dans la matinée. Entre-temps, Phil Valin s'était rendu Jean Massé dans la boutique Arc-en-Ciel pour acquérir le matériel nécessaire à l'exécution réussie d'un rituel. Il a été conseillé par l'ex-devin Michael. Il a donc rassemblé sur sa table de nuit une coquille d'ormeau, une botte de sauge blanche, un briquet à long manche, 3 bougies blanches pour sous-plat, un mini-versoir en céramique, un flacon d'huile d'amande douce, le tout posé sur un apron représentant Ganesh, le dieu à tête d'éléphant réputé pour aider à surmonter les obstacles. Déballé ouvert, le flacon de CBD est venu rejoindre le reste des accessoires. Le mardi 16 juin, Phil Valin est réveillé comme chaque matin à 8 heures par la sonnerie de son portable. Il se lève rapidement, prépare et avale son petit déjeuner, bouillie de kia à la spiruline et thé matcha. À 8h20, il entre dans la salle de bain pour en ressortir à 8h30, tout nu dans un peignoir de bain d'éponge bleue. Commence alors véritablement pour lui le rituel du belly button qu'il exécute minutieusement selon la notice suivante. Sélectionnez sur YouTube un enregistrement long du Gayatri Mantra par Deva Premal. Lancez l'écoute. Occultez la chambre à coucher avec maintien d'une fenêtre entr'ouverte pour ne pas mourir étouffé. Saluez main jointe dans les 4 directions, puis vers la terre et vers le ciel. Allumez la sauge blanche, se promener tout autour de la pièce avec le bâton de sauge fumant soutenu par la coquille d'ormeau, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insistez dans les coins pour dégager les énergies négatives. Allumez les 3 bougies posées en triangle autour du versoir. Photographiez le versoir vide avec le portable.
Remplir au compte-gouttes le versoir avec 7 gouttes d'huile d'amande douce. Remplir au compte-gouttes le versoir avec 3 gouttes de CBD. Photographier le versoir plein avec le portable. Abandonner le peignoir de bain après séchage minutieux du nombril. Se coucher confortablement sur le lit en gardant le portable à portée de main. Photographier le nombril vide. Remplir le creux du nombril avec la préparation huileuse. Photographier le nombril plein d'huile. Attendre en pleine conscience que l'huile ait pénétré totalement le corps. Photographier le nombril vide. Saluer dans les 6 directions. Se rhabiller avec le peignoir. Éteindre les bougies. Couper la musique. Ranger le matériel. Ouvrir les rideaux. Fermer les fenêtres, s'habiller avec des vêtements de ville, imprimer les 5 photographies sans les retoucher et les exposer bien en vue. Phil Chauvin en était à coller les photos de son nombril sur le mur principal de son studio lorsque son portable sonna. C'était Chérine Rose, la voisine qui demandait s'il possédait toujours les clés de son atelier et le cas échéant, s'il pouvait les lui passer car son sac ayant été volé, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Il répondit, de crainte qu'elle ne monte et surprenne le résultat de son action, « Je vous les descends ». Un instant après, il dévalait les 3 étages de l'immeuble avec l'agilité d'un chat affamé à qui on a promis son sachet de whiskas au rez-de-chaussée. Il s'en étonna. Le processus du belly button aurait bel et bien fonctionné. Le pécotis ne serait donc pas, comme certains le prétendaient, une légende urbaine. D'où acte. On voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Charles Perrault, Le petit chaperon rouge. Comme chaque année à Pâques, Michel revenait de son expédition outre-Quiévrin, flanqué de ses 2 moutards, Sylvaine, 6 ans, et Julien, 4 ans. 800 km en train, avec un changement à Paris. Elle était allée rendre visite à ses parents à Liège. La valise en carton jaune était si remplie qu'il avait fallu s'asseoir dessus pour boucler les sangles. Grand-mère avait pillé le bon marché pour rhabiller les petits campagnards. Au milieu du linge, le cadeau pour Robert restait garder les bêtes. 2 cartouches de Bastos rouge sans filtre, le maximum autorisé par la douane. 2 cartouches, c'était bien peu aux yeux d'une femme amoureuse. Les enfants avaient de si grandes poches à leur nouveau manteau rouge, un paquet de chaque côté et un mouchoir par-dessus. Surtout ne dites rien quand passera le douanier. Non, maman, c'est pour votre papa. Ah, oui, maman. Maman a fourré 2 paquets de cigarettes dans les poches de mon nouveau manteau rouge, avec un mouchoir pour cacher. Pareil pour mon frère. Quiévrin, Quiévrin. Les douaniers sont montés dans le train. Les Français en uniforme bleu avec un képi, les Belges en kaki. Dans ce sens-ci, les méchants, ce sont les Français. S'ils m'attrapent, je vais aller en prison. Il y en a un grand, qui ouvre la porte du compartiment. Il nous regarde d'abord sans rien dire, puis... Rien à déclarer ? Maman a pris son air de chihuahua. Rien de plus que ce qui est autorisé. 2 cartouches de cigarettes et une tablette de chocolat. Il désigne la valise jaune, là-haut dans le porte-bagages. C'est la vôtre ? Ouvrez. Il l'aide à la descendre sur la banquette. Elle déboucle les sangles. Il farfouille, retourne tout de ses grosses mains. J'ai chaud, très très chaud, surtout avec ce manteau. Je crois que je transpire, je crois que je suis toute rouge. S'il m'attrape,
Je vais aller en prison. Je dois faire semblant de rien. J'ai envie de faire pipi. Je lui dirai, c'est pour mon papa. Mon frère a son air de petit benet. C'est son truc quand il décide de devenir invisible. De toute façon, il ne comprend rien à la situation, c'est forcé. Il n'a que 4 ans. J'ai envie de faire pipi. Ça va. Bon voyage, madame. Sous mon moussoir. Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars? Il a dit au revoir, monsieur. Ah, au revoir les enfants. J'ai fait pipi dans ma culotte. Quelques jours plus tard, sur le chemin de l'école, papa s'arrête pour parler à un voisin. Il sort son paquet de bastos, le tend à l'autre. Fume, c'est du belge. Quand je pense que j'ai risqué la prison pour ces cigarettes et qu'il les distribue à tout le monde, ma carrière de contrebandière a duré 5 ans. À la rouge. Au centre, il y a ce rouge et tout le reste tourne autour. On parle à la rouge, on se tait à la rouge selon qu'on ait ou non permission d'antenne. Ça s'apprend vite, faire silence. Le gros téléphone gris est au pied du lit, dort tranquille. L'horloge parlante ne te laissera pas tomber. À 4 heures, tu seras debout. Le gros paquebot jaune avec sa tour émettrice est arrimé au bord des étangs d'Ixelles. Il t'attend, ne bougera pas. À 5 heures, tu seras la première à grimper l'escalier et ses rondeurs modern style à pousser un battant de cette lourde porte jamais fermée. Tu seras seul avec le veilleur de nuit dans ce vaisseau qui, dans quelques heures, fera bruisser car il en a le monopole, le pays tout entier. Tu emprunteras ce couloir semi-circulaire qui contourne la salle de concert. Blafard de lampes de service, contre les murs les valises des contrebasses et des violoncelles. Tu auras peur un peu, ou au moins un frisson en songeant comme un enfant qui craint de regarder sous son lit qu'un détraqué pourrait bien se dissimuler dans la pénombre. Les 33 tours programmées seront rangées dans l'armoire métallique verte, en belle pile, c'est toi qui l'as préparé la veille, dans l'ordre de passage avec un petit papier glissé dans la pochette indiquant le numéro de la plage à diffuser. Tu les emporteras avec le conducteur de l'émission en 3 exemplaires. Tu n'oublieras pas les bandes magnétiques rangées dans les boîtes rouges marquées BASF. Ce sont les indicatifs et les jingles. Tu déposeras tout ça dans la régie, 2 techniciens seront arrivés, eux aussi ils s'affaireront à câbler, à mettre sous tension les appareils, à vérifier les micros et les casques. Tu ne t'en mêleras pas, tu iras dans la salle de rédaction du journal chercher les téléx, infos bruxelloises et bulletins météo. À ton retour, le journaliste aura pris place en studio. Il sera alors 5h30 et l'antenne s'ouvrira au son de la Brabançonne. Le jour bientôt se lèvera, et par la grande baie vitrée tu regarderas sur la place Flagey les maraîchers installer leurs étals de fruits, de fleurs et de légumes. Quitter la ville en longue. Vincent se réveille aux aurores d'un sommeil agité. Il a rêvé qu'une baleine l'avalait, qu'il était prisonnier dans son vaste ventre et que chaque instant des troncs d'eau lui tombaient dessous au risque de le noyer. D'ailleurs, il est trompé. Son t-shirt est mouillé de mauvaises sueurs. Il se lève un peu chancelant, passe une main dans ses boucles dorées, se frotte les yeux, s'y sort sur l'écran de portable. Bien trop tôt. Le réveil ne sonnera qu'à 7h30. Quel temps fait-il ce lundi 2 mai? Il s'approche de la fenêtre, une fenêtre dans les toits au 6e étage d'un modeste immeuble parisien de la rue de Charon. Il faut de bonnes chambres et les corps bien accrochés pour grimper jusqu'au là 3 ou 4 fois par jour. Mais Vincent n'est pas 30 ans et si longtemps est un peu rudimentaire avec watercloak sur les paliers, les loyers, on est raisonnable. Quant à la vue, elle est digne d'une carte postale. Il ne cesse de s'émerveiller de son Paris. Là-bas, les Sacré-Cœur. Mais non, que se passe-t-il? C'est un brosson du côté des Pigalle. Bertrand, son frère, presque jumeau, à peine 1 an d'écart, vit à Montmartre, dans une ruelle qui donne sur le boulevard de Clichy. Un rez-de-chaussée
avec devant un jardinet d'1 mètre de large dans lequel pousse par on ne sait quel miracle en Polonia un arbre qui fleurit en bleu. Montmartre brûle. Ils sont donc arrivés jusque-là, ceux de la horde des banlieues perdues. Entrés par surprise du côté nord, Bertrand! Siri appelle. Bertrand, Legrand, j'appelle Bertrand Legrand, répond la machine. Ça sonne. Allô, Bertrand? Bertrand est descendu dans la cage sous son appartement. Une trappe à peine visible, dissimulée dans les carreaux des salons de la cuisine. Depuis quelques semaines que règne la terreur provoquée par des individus sans foi ni loi qui se proclament descendants d'Attila. Les frères Legrand ont entrepris l'aménagement de cette cage. À peine éclairés par un soupirail, ils sont rassemblés sur des étagères métalliques de quoi survivre quelques semaines. Des lots en bonbonnes, du riz, des pâtes, des sardines, un réchaud de camping, du lit de camp. La horde des banlieues perdues est constituée d'un ramassis de crapules d'extrême droite issus de son endroit qui pratiquaient la ratonnade. Ils envahissaient les quartiers à grand bruit de ferraille, accoutrés des casques de motos garnis de cornets de vaches. Ils portent des courailles taillées dans les tôles des vieilles bagnoles et font du boucan en frappant avec des cuillères sur des éviers en inox qu'ils portaient devant eux en bandoulière. Leur cible, les métis noirs aux yeux clairs. Pourquoi? Aucune justification, aussi aberrante soit-elle. Quand ils sont coincés, ils les frappent à mort, puis allument un feu de choix en incendiant une voiture et dansent autour du cadavre en buvant de l'alcool de chien, de cet alcool frélaté qui rend fou. Je vais commencer par le codicille. Compte rendu brut de l'exercice pratiqué, sous l'effet de la fatigue, par une nuit de lune. Je vais commencer par le codicille. Très occupée par mon travail, ces 2 dernières semaines, j'ai écrit ceci rapidement. C'est une prise de notes et les sujets sont dans mon environnement immédiat. Texte proche des indications qui figureraient dans un scénario. Aucune recherche d'écriture. Ah oui, faut pas oublier de codiciller. Cette aventure depuis le début est bizarre. Je ne quitte pas, ou presque pas, les rues de Paris. Et tous ces personnages s'imposent, m'amusent. Voudraient bien que je leur accorde un peu plus de temps, que je déploie leurs histoires, leurs minuscules histoires. Je suis comme tirée vers quelque chose dont l'intrigue m'échappe. C'est surtout beaucoup de plaisir. Voilà bien un jeu qui m'a plu, entre Wikipédia, le réel, mes souvenirs et mes rêveries. J'ai été vraiment emportée dans une suite de scènes jubilatoires. Je ne sais pas encore bien dans quelle intrigue ce petit monde-là va se trouver embarqué. Ce personnage, Pinchon, un scribe du Loir-et-Cher, est une silhouette furtive. Le père présumé de l'éboueur Gauthier Languereau. Ce Pinchon me semble être un autiste, un maniaque. Il est dépourvu d'empathie pour ses semblables et ne provoque aucune empathie. Il y a une histoire qui rôde, mais qui ne m'est pas encore claire et qu'à vrai dire, je n'ai pas creusé en profitant de chaque exercice. Sans doute ai-je eu tort. J'ai décidé de faire parler une de mes arrière-grand-mères. Une femme dont je ne savais pas grand-chose. Des bribes de souvenirs de conversations entre adultes auxquelles je n'étais pas conviée. Quelques écrits de mon père. Des recherches généalogiques dans des arbres qui ne sont pas les miens. Le fil d'histoire qui m'est venu n'est certainement pas authentique. C'est une version. Je prends le parti
de la considérer plus vraie que vraie. Ces pages d'écriture sont en lien avec mon travail personnel de cette année 2020, travail qui prend appui sur des photos de famille. J'ai passé ma vie à écrire court pour des raisons professionnelles. J'ai donc vraiment du mal à étirer le propos et à me départir de l'idée qu'en allongeant la sauce, je fais de la daube. Très culinaire, ma réflexion. Si j'avais plus de temps, je poursuivrais la version longue, mais j'ai d'autres projets sur le feu, encore la cuisine. Je laisse ces textes à ce point. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à commencer cette version, car les images, je les ai. Il me suffit de prendre le temps de les écrire. C'est faire ça? Écrire un codicille? Ce placard me fait rêver. Aurais-je acheté la maison rien que pour lui? Non, tout de même, faut pas pousser. Je suis mal à l'aise avec cette notion de vrai. Un fait se produit. 10 personnes en sont les protagonistes ou les témoins. Interrogeons-les, nous aurons 10 versions différentes, parfois contradictoires, selon le point de vue à partir duquel l'événement a été observé, les croyances du locuteur, ses appartenances, sa culture, bref, chacun sa vérité. Peut-on avancer que le vrai serait la synthèse des différents points de vue? Pas sûr. Il reste en général un angle mort. Ce qui démontrerait que l'auteur omniscient ne sait pas vraiment complètement tout, et là est peut-être le plaisir de faire avancer une histoire. Il y a un conte qui dit cela. C'est le Ouistiti des frères Grimm. Je résume. Une princesse a une tour gardie de 12 fenêtres qui lui permet de voir tout sur terre, sous terre et jusqu'au fond de la mer. Pour échapper à sa clairvoyance et gagner sa main, un prétendant se transforme en Ouistiti qui s'installe dans sa nuque, sous sa tresse. Tout est vrai, sauf le verre de vin rouge. Enfin, je ne me souviens plus si j'ai vraiment bu le verre de vin rouge. Je commence à broder? Je commence à broder? Je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Comme d'hab. Comme d'hab? Comme d'hab. Je ne sais pas si je réponds à la consigne. Je ne sais pas si je réponds à la consigne ou si je suis à côté de la plaque. C'est ce parcours-là qui m'est venu en fermant les yeux. C'est ce parcours-là qui m'est venu en fermant les yeux. Foisonnant. Comme un désir de tourner la séquence finale d'un film au réalisme déjanté. Il me semble qu'un monde s'est construit presque à mon insu. Plein de personnages frappent à la porte et me disent « Et moi, tu m'engages, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ci, je ferai ça. » Du calme, Castex, sergent, laisse un peu la bajour. Confine-moi encore un peu, que j'ai le temps d'écrire ce roman. Une porte entr'ouverte vers un espace que je ne connais pas. Se faufiler discrètement tout en prenant garde à ne pas se laisser enfermer. Du parquet comme dans la chambre, mais celui-ci est brut. Des cartons, des sacs, des ballots. Ça sent l'odeur de Leïla par ici. Oui, ça vient de ce petit cube sur l'étagère à côté des lainages. Je vais me faire un lit dans ces lainages bien doux, enfin, si la porte reste entr'ouverte, bien sûr. Par là, c'est l'odeur de laurier du jardin. Normal, il y a des feuilles de laurier séchées sur cette autre planche. Toutes ces robes qui pendent serrées les unes contre les autres. J'ai déjà vu des femmes s'en revêtir les semaines où il y a plein de monde à la maison. Ça m'agace grave, ces invasions, mais je fais bonne figure. Tiens, de l'autre côté de ce boyau, il y a une autre porte, fermée celle-là. Restons prudents, sortons d'ici. Une araignée. Je me la bouffe et je sors après. Entre 2 des 4 chambres du premier étage, un placard permet de ranger vêtements, chapeaux et chaussures hors saison. Un petit plus qui améliorera votre confort dans cette maison ancienne, située à la périphérie du village de Kouiza, dans la haute vallée de l'Aude. Prix, nous consulter. Se retrouver coincé dans un placard à double issue, au milieu d'une invraisemblable collection de costumes de théâtre, de masques, de bijoux de pacotille et autres bagatelles,
une situation digne d'un vaudeville à la Feydeau. Suis un codicile de Martine. Ce placard me fait rêver. Aurais-je acheté la maison rien que pour lui? Non. Tout de même, faut pas pousser. 1956. Liberté, égalité, fraternité. Perron et drapeau tricolore. C'est la mairie de Saint-Cyr. À l'arrière, le bureau des postes, télégraphe, téléphone. Et vers 4h de l'après-midi, dans une encoignure, à côté de son vélo rouge à guidon de course, Roger Rose, qui attend sa fille, dite Blonde la Bouclée. Dire au passage qu'à cette époque, elle ne méritait plus son nom car elle avait sacrifié ses longs cheveux sur l'autel du roi des poux. En réponse à l'ordre express de mademoiselle Tasio, la terrifiante quinquagénaire au chignon noir d'enfer, directrice de l'école des filles. La rue de la petite Péraudière court, étroite, sur l'aile gauche de la mairie. En face de la mairie, c'est l'école des filles. Plantée plus précisément au croisement de la rue Tonnelet et de la rue Anatole-France, qui monte, comme l'indique un panneau, vers la Béchellerie, la demeure du dit Anatole. Dire au passage que Blonde la Bouclée n'a jamais pris ce chemin et donc n'a jamais vu la maison de l'écrivain. Elle s'interroge sur le rapport possible de cette demeure avec la sauce béchamel. Mais Anatole France était écrivain et pas cuisinier. Les 3 classes à front de rue, au-dessus des garages, sont toutes nouvelles, bâties en hâte pour accueillir les nombreuses fillettes nées juste après la guerre, en remplacement de 2 bâtiments effondrés lors des bombardements de la gare de transit de Saint-Pierre-des-Corps, un nom dont Blonde la Bouclée n'a jamais percé le mystère. Corps aux pieds, corps de chasse ou corps humain réduit à l'état de cadavre pendant la guerre. Et les garçons y vont aussi. Fini la ségrégation. Gros murs granuleux, grosse porte close, cour cachée aux passants. Dans cette cour, à droite, le préau. Dans le préau, au fond, les cabinets dont les portes ne ferment pas, sauf la porte du cabinet des maîtresses, bien sûr. Fallait se faire garder la porte pour pas être surprise. Accroupie à pisser en visant bien le trou, le papier, fallait l'avoir en poche. Dans le tablier à carreaux, papier emporté de chez soi, petit feuillet vernissé pour celles qui en avaient, sinon papier journal découpé en carrés. Sous le préau, 2 cordes accrochées à la poutre, l'une à nœud, l'autre lisse, des bancs pour s'asseoir au printemps et broder des napperons à offrir à sa mère à la fête des mères. Suivre au point de tige le trait bleu sur la toile. Dans cette cour sablonneuse, peut-être sable de la Loire, sable battu comme terre battue quand on tombait sur le genou, en jouant au ballon ou au chat, à la souris. Parfois, un caillou minuscule s'incrustait dans la chair. Pour jouer aux 4 coins, 4 platanes plantés au carré, bien gros, bien vieux, peut-être des tilleuls plutôt à l'odeur de miel. Combien de rondes dans cette cour, Marie assise sur une pierre, le pont de Nantes. Mamie vient donc au bal danser, pont écroulé comme le pont de Pierre à l'embouchure de la Choisille, amant noyé, amour tragique. Plus loin, c'est l'église, dévolue à Saint-Cyr. Quel prénom a couché dehors, celui-là? C'est une belle église, cependant, mais pas question d'y aller voir. Roger Rose n'aime pas les curés, ni tous ceux qui voudraient faire croire à Blonde la Bouclée que le bon Dieu est un vieux bonhomme à barbe blanche qui tient la terre entre ses grands bras. Voilà le bout de la rue, avec à gauche l'auberge du Gué Louis XI, à droite un restaurant de routier. Le Gué Louis XI est un endroit mystérieux qui donne des frissons à la fillette. Derrière le comptoir se trouve un rideau qui cache l'entrée d'un souterrain, à présent en partie éboulé, et qui conduisait en passant sous le fleuve au château de Plessis-les-Tours, sur l'autre rive. L'affreux Louis XI, coiffé de son chapeau plein de petites médailles pieuses, traversait ainsi la Loire à gué pour venir espionner les gens de Saint-Cyr, et quand quelqu'un lui déplaisait, il le faisait enfermer dans une cage comme un lapin et le jetait aux oubliettes. Arrivé sur la levée, Roger Rose soulève sa fille pour l'installer sur une petite chaise fixée au porte-bagages et saute en selle. Et inspiré par le légendaire Rick Van Steenbergen, son compatriote, le voilà qui se la joue roi de la pédale sur cette route empruntée chaque année par le Tour de France.
calcul. Le calcul. Première année. La première fois que je suis allée au cinéma, je devais avoir 6 ans. C'était à Tours. Nous vivions dans un meublé en compagnie de puces et de punaises de lit, rue Galpin-Thioux. Robert Rose, mon père, avait été obligé de vendre le château de Malcombe, acheté avec son beau-père, un jour d'extravagance navrante. Et depuis, il occupait ses journées à retaper à Fondette une longère misérable acquise avec les 3 ronds sauvés de la dérive à une vieille dégueulasse dont un chien avait bouffé le nez. Nous vivions donc dans ce galetas tourangeau. J'avais commencé à aller à l'école où je prenais des gifles parce que je tenais mon crayon de la main gauche. Et ce dimanche-là, nous sommes allés en famille voir Fanfan la Tulipe, un film de Cap et d'Épée avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida. Je ne me souviens que d'une seule séquence, la poursuite à cheval par le beau Fanfan de la diligence, dans laquelle Gina s'émouvait tant qu'elle en avait les seins haletants. Quelques semaines plus tard, j'ai vu dans ce même cinéma un Tarzan avec Johnny Weissmuller, et puis aussi La ruée vers l'or et un court-métrage de Laurel et Hardy. Ces deux-là faisaient rire mon père aux éclats, moi non. Je ne riais pas, je trouvais ça désolant de stupidité. Dans mon genre, j'étais une petite main bêche. Quand la baraque que ma mère, dans un accès de romantisme exacerbé, avait baptisée Hurlevent, fut plus ou moins habitable pour l'époque, sans dire, je dois à la vérité d'avouer que nous n'avons jamais eu de chiottes à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des toilettes sèches dans le hangar. Ce n'était pas très ragoûtant, ça puait, mais bien sûr, nous les roses, sauf maman, on s'en foutait. Et la nuit, on faisait pipi dans un seau d'aisance. On a donc retiré les meubles du garde-meuble de chez Carré et on s'est installé sur cette colline isolée, balayée de bourrasques, et on n'a plus jamais été au cinéma parce que Tours était trop loin pour des gens sans voiture et sans sous. Mes grands-parents, les maternels, les autres pas connus, étaient partis vivre au soleil avant ma naissance, étaient retournés en Belgique après le fiasco de Malcombe et habitaient à Liège dans un appartement cossu, au 6e étage de la rue Pont-d'Avroy. Pour les malheureux qui ne connaissent pas la cité des Princes-Évêques, c'est la rue principale, plein cœur de ville, donc la rue des beaux magasins et des cinémas. Le cinéma Le Forum était juste en face de l'immeuble. La nuit, l'enseigne lumineuse traçait des rayures rouges sur le plafond de la chambre à coucher. Et un jour que nous étions en visite chez Papé et Mémé pour les vacances de Pâques, le Forum a programmé la dernière nouveauté, La Tunique, le premier film en cinémascope de l'histoire du cinéma. Un péplum avec Victor Mature et Richard Burton que nous avons trouvé éblouissant. À partir de ce jour, mon frère, qui se prénommait Francis, est devenu Franck Mature. Et revenu dans notre cambrousse de Fondette, nous avons joué et rejoué des dizaines de fois nos scènes préférées, jusqu'à vouloir reproduire la séquence du baiser, mais notre mère, passant par là, nous l'a interdit. Corps immobile, ballotté sur le dos du rêve. Immobile. Corps immobile entre les draps. Corps harassé, baigné, enfin tranquille entre les draps blancs. Et blancs sont les cheveux mouillés sur l'oreiller. Les épaules enfin déposées tremblent. Douleur à ce pied qui a trop arpenté le pavé parisien, entraînant la valise jusqu'à la gare de Lyon. Petit corps chaud, compatissant contre grand corps immobile harassé. Le chat venu se coucher contre la jambe ronronne. Paupières closes. Le corps bateau quitte le port. Ou c'est peut-être un corps train. Vogue et file. 3 coquelicots fleurissent sur le talus. Est-ce qu'il dort? Le grand corps harassé, immobile. Vent chuinte dans le feuillage du mûrier du jardin. Qui est-ce qui arpente l'étrange gare de Bordeaux à peine vue, sinon jamais? Le coq chante. Qui est-ce qui marche? Et c'était quand sur les pavés de la rue Sans Souci à Ixelles,
Les rues ne sont plus à pavés nus aujourd'hui. Dormirait-il, ce grand corps immobile? L'eau chante dans les tuyaux du chauffage central. Le froid est revenu. Coule le sang dans les veines tuyaux du grand corps immobile. Il doit sauter du quai, ce grand corps, pour rejoindre une barge qui traverse le vieux port vers l'autre rive, sauter de plusieurs mètres, avec un chou sous un bras et un baluchon de vêtements d'enfant sous l'autre. Il a peur un instant, et la barge s'éloigne, sans lui. Est-ce un rêve peu tranquille? Le coq a chanté, le chat gratte le sommier, le corps immobile émerge de la houle et s'ébroue. La mort d'un crooner. Entrée du cimetière du Père-Lachaise, face à la rue de la Roquette. Des gens attendent, parlent entre eux. Ils sont tous du quartier Sharon, Federbe, ils se connaissent. Cause de l'accident qui est arrivé à ce pauvre Marino Marini, qui a succombé à la morsure de son crotale, dont il voulait extraire le venin pour le vendre, comme chaque mois, à l'Antoine, le pharmacien. Pauline, la serveuse du petit Bayona, s'étonne d'apprendre que le souriant Marino ait pu élever un serpent à sonnette dans son 2 pièces. Seb, le patron du Pur Café, lui raconte comment Marino, autrefois chanteur de charme sur des bateaux de croisière sillonnant la mer Baltique, perdit sa voix en découvrant dans ses couvertures un crotale dissimulé par vengeance par un amant jaloux. En effet, Marino venait de rompre avec le steward en question car il avait rencontré à Saint-Pétersbourg et embrassé à Gdansk sous les fenêtres qui furent celles de Lech Walesa l'autrefois belle Lucienne Charbonnier, professeure à l'Alliance française. Pour conjurer le sort, guérir en quelque sorte le mal par le mal, revenu à Paris, Marino s'était mis à l'élevage des serpents dont il vendait le venin au prix de l'or, ce qui lui permettait de mener une petite vie pépère en compagnie de sa chihuahua. L'autrefois belle Lucienne Charbonnier est là aussi appuyée contre le mur. Mantille noire sur ses cheveux blancs, jupe écossaise et bas bleus, elle lit la Pravda avec ostentation et mépris total pour ses voisins. L'Antoine, le blond pharmacien, qui ne se contente pas de vendre du Doliprane, mais triture volontiers des substances dans l'arrière-boutique de son officine, à quel usage allait savoir, marche de long en large parmi la foule en criant « C'est pas ma faute, je lui avais bien dit de mettre ses bottes en caoutchouc, on n'a pas idée de faire ça en charentaise. » « Bah, ça lui apprendra, » répond stupidement le marchand de fromage, en tablier noir orné d'un dessin de vache, avant de se mettre la main sur la bouche en murmurant « Oh merde !» Il regrette surtout ces mots, parce qu'il se rend compte qu'il a été filmé par Mustapha, dit Petit Mousse, le journaliste de Brut qui diffuse en direct sur Facebook avec son téléphone. Petit Mousse vient en effet d'arriver et de se mêler à la foule après avoir balancé sa trottinette électrique dans le caniveau. Le corbillard arrive, pénètre dans le cimetière, s'arrête au début de l'allée devant l'employé. La porte du fourgon s'ouvre, 6 gars s'avancent sortant de la foule. Ils sont chargés de porter le cercueil jusqu'à sa tombe. Ce sont les 6 paquis qui travaillent à la plonge dans les restos du quartier et s'entassent la nuit dans un appartement pourri de cafards et de souris qu'un marchand de sommeil illettré de la rue Godefroy-Cavaignac leur loue cher. 6 autres paquis qui partagent l'appartement des premiers sont des vendeurs de roses la nuit aux terrasses. Nous les verrons plus tard. Ils forment une haie d'honneur, des bouquets plein les bras, car ils aimaient Marino qui leur en achetait souvent des roses rouges. Pour qui? Pour qui? Le cortège se forme. Une petite fille apparaît de derrière la tombe d'Alfred de Musset et court se mettre au premier rang. Elle est vêtue d'une robe des années 20 avec des bottines à boutons et un ruban dans les cheveux. Le convoyeur du corbillard vient lui déposer dans les bras un coussin de velours noir sur lequel est posée Marina, la chihuahua édentée de Marino, qui porte un lacet de crêpe noire entortillé à son collier de strass. Cet enfant est la réplique vivante d'une petite fille représentée sur une photo de famille accrochée au mur du salon de Marino. Cette photo sera évoquée dans un flashback lorsque les pompiers découvrent Marino mourant. Marino, dans un dernier souffle, murmurera l'adresse de la photo. « Tanta Augusta, Matatagugu, tu me l'avais pourtant dit. Méfie-toi de Mélanie la crotale. » La fantomatique à Augusta se place donc au premier rang, derrière le cercueil, et les autres personnes se répartissent derrière elle. Il y a d'abord Luce Charbonnier, entourée de l'Antoine et de Seb.
Elle pleure dans un mouchoir soviétique en coton brodé d'une faucille et d'un marteau. Vient ensuite Frida Serradilla, l'ex-actrice de films porno mexicains et actuelle gérante du resto La Belle Équipe. Elle porte une minerve suite à un accident de tram à la Porte Dorée. Le tram a freiné trop brutalement et Frida est tombée. Son compagnon la soutient. C'est un homme assez âgé, un Tchèque, nommé Jaroslav Tchokolac. Il a pris sa maîtresse à Cyril, l'Occitan infernal, le pâtissier sélect de la rue Titon qui lui-même lui avait piqué ses secrets de fabrication de gourmandises au chocolat. Œil pour œil, on ne chatouille pas impunément un Pragois en colère. Puis Pauline, Gauthier Languero, les Boeurs et Chérine Rousse. Pauline interroge Chérine sur les suites du vol de son sac à main. Chérine lui raconte ses soucis pour refaire ses papiers et Gauthier demande comment l'incident s'est produit. Derrière eux, la petite Chloé Crène écoute et se remémore la scène du vol du sac à main qu'elle a observé accroupie dans la rue Charrière avec son lièvre blanc. Elle avait d'ailleurs l'intention de s'emparer de ce sac quand quelqu'un lui a brûlé la politesse. Qui? Mais qui? Le saura-t-on? Elle est entourée des 3 cuisiniers ukrainiens du Pur Café, ce que Seb insulte quotidiennement avec les 3 mots de russe, appris de son grand-père quand il y a un coup de feu en salle ou que le bortsch est trop salé. Le grand-père en question, prince en exil, n'était pas chauffeur de taxi, mais joueur de scie dans un cabaret. Gauthier se met à rêver. Il se remémore l'enterrement de son papa Ernest à Vendôme et ce petit homme chauve ressemblant à Michel Blanjeune qui est venu marcher à ses côtés et soudain lui a dit « Je suis Porphyre Pinchon, je suis ton père. » Soudain quelqu'un crie « Un peu de silence, v'là la reine des pommes !» Surgit alors sur son vélo électrique la mère de Paris, vêtue de son tailleur couleur Granny Smith. Elle revient d'avoir salué le premier radis récolté dans le potager installé sur le toit d'un HLM de la rue Richard-Lenoir. Elle remonte toute la queue, dépasse le corbillard et pédale jusqu'au trou qui attend Marino. Elle doit y faire un discours, genre raison funèbre, car Marino est un héros du 13 novembre 2015. Il a bravé ce jour-là tous les dangers pour secourir les blessés de l'attentat contre La Belle Équipe, alors que les forces dites de l'ordre étaient planquées à surveiller à 3 rues de la résidence de Manuel Valls. Mais ça, la dame ne le dira évidemment pas. Tout ce petit monde se rassemble autour d'elle. Elle parle. L'obscurité gagne. Bientôt la scène disparaît dans la brume et s'efface. Petit Mousse part en travelling arrière et revient à la porte du cimetière. Il ramasse sa trottinette et s'en va. Martine Toller referme la porte du cimetière. Le chat omniscient Zoscares vient se frotter sur ses jambes. La pigeonne Onésime vole au-dessus de sa tête. Ils traversent le boulevard, s'engagent dans la rue de la Roquette et disparaissent dans la nuit. J'ai longtemps désiré un lieu. J'ai longtemps désiré un lieu bien à moi. J'ai longtemps désiré un lieu bien à moi pour écrire.